c'est comme si on avait quelque chose de dysfonctionnel si on n'avait pas de désir. Alors que ça se peut que le désir, ça soit pas là parce que tu es malade. Ça soit pas là parce que tu viens d'avoir un enfant. Ça soit pas là parce que tu as un parent à charge à t'occuper. Ça soit pas là parce que tu as une nouvelle job, parce que tu déménages, mille et une raisons. Fait que, tu sais, déjà là, première partie de ça, si on normalisait le fait que le désir n'a pas à être là tout le temps, je pense que ça aiderait beaucoup les couples dans le quotidien. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du balado. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui est vraiment difficile à définir. C'est un sujet qui est vraiment mystérieux, qu'on n'arrive pas tout à fait à saisir, mais qu'on va essayer ensemble avec notre invité de comprendre ce qu'est le désir. Quand on dit désir, on parle ici de désir sexuel, mais aussi de désir amoureux. Notre invitée, je vous la présente, vous la connaissez peut-être parce qu'elle chronique, elle participe à des balados, elle est également autrice. Son dernier livre, c'est Sexe, Sexo, Sexu, idées nouvelles pour des sexualités libres et joyeuses. C'est Myriam Daguzan-Bernier qui est sexologue. Bonjour Myriam. Bonjour. C'est un très beau livre, celui-là. Merci. Je l'aime bien. Ben oui, certainement. Ça fait suite à Tout nu. Oui, exactement. Tout nu, oui. Qui est un dictionnaire bienveillant de la sexualité. Oui, tout à fait. Dis donc, toi, tu as fait plusieurs détours avant d'arriver à la sexualité, à la sexologie. Pourquoi? Bon, tu as fait des études en histoire de l'art. Exact, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la sexo? Ben, c'est une bonne question, mais en même temps, tout est lié parce que dans mes études en histoire de l'art, je me suis intéressée au corps dans l'art, puis beaucoup à l'identité de genre, des artistes qui travaillaient aussi, entre autres, le travestissement, des choses comme ça. Fait qu'il y avait vraiment une tangente qui était déjà présente. Puis j'y pensais déjà, j'avais une coloc à l'époque aussi qui étudiait en sexo, puis on en parlait beaucoup ensemble. J'écoutais genre l'émission d'Anne-Marie Lozic qui passait tard le soir avec elle et tout. C'était quand même assez osé pour l'époque, là. On parle début des années 2000, là, à peu près, là. Puis ça m'avait beaucoup inspirée, puis je me disais, mon Dieu, que c'est intéressant de comprendre les humains à travers ça, parce que c'est un peu la base, tu sais. On est de ça, mais il y a plein d'autres choses aussi qui viennent à travers ça. Puis, il y avait des liens entre l'histoire de l'art. Puis, à un moment donné, les années ont passé. J'ai travaillé dans le domaine de l'art contemporain et tout ça. Puis, j'avais toujours un intérêt pour les artistes qui travaillaient la sexualité, le corps humain. Puis, ça a comme bifurqué un année. Ça a été comme une espèce de, ben oui, c'est comme évident, je devrais aller là. Ça t'a rattrapé quelque part. Oui, totalement. Hey, ton premier livre, Tout nu, a été brûlé au lance-flammes aux États-Unis parce qu'il était jugé trop woke. Oui, exact. Avec le recul, là, maintenant que la poussière a retombé, comment tu vois ça, cet épisode-là de ta vie? C'est, ça me replonge dedans, justement, parce que cette semaine, j'ai su par ma maison d'édition, entre autres, que on avait vendu énormément de copies à cause de ça, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, du mauvais sort du bon. Fait que... ça c'est réjouissant de ce côté-là, mais je dois avouer que ça a été vraiment une semaine pas facile quand c'est arrivé. Mais ce qui en ressort, je pense que c'est surtout que les gens ont décidé d'appuyer ce livre-là. Il y a même eu une motion à l'Assemblée nationale qui était faite pour appuyer. Il y avait moi, il y avait Élise Gravel aussi. C'est surtout l'appui puis l'amour qu'il y avait derrière, puis l'envie des gens de mieux parler de sexualité, puis de pas faire... C'est pas une affaire d'être woke, c'est juste une affaire de dire... La vie et la société, ça progresse. Est-ce qu'on peut amener de nouvelles idées sans se les faire enfoncer dans la gorge, juste simplement de faire, hey, ça existe ça, on peut en parler, on peut-tu. Fait que c'est plus ça que j'ai pu voir, contrairement à la violence qu'il y avait par rapport à ça. Moi, j'ai plus reçu d'amour que de violence, des gens en tout cas qui m'envoyaient des commentaires. Tu dis que la société a évolué. Par rapport au désir, là, moi je disais tantôt en ouverture que c'est quelque chose d'un peu mystérieux, parce que ça va, ça vient, des fois, des fois c'est très très urgent, puis des fois ça tombe sur des personnes qu'on n'aurait pas cru. C'est quoi le désir, Myriam? C'est vraiment une bonne question, puis t'as raison, c'est difficile à définir. Puis on se mêle souvent, en fait, puis j'en parle dans mon livre d'ailleurs, entre excitation et désir. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils pensent que le désir, c'est comme être vraiment excité. Ah, je ressens des papillons, je ressens comme mon cœur qui bat vite, tout ça. Non, ça, c'est l'excitation. Ça, c'est l'excitation sexuelle. Le désir, ça part du cerveau. Ça part, en fait, tu sais, si on peut faire une analogie vraiment très simple, là, excitation, c'est tout ce qui a rapport au corps. Désir, c'est tout ce qui a rapport à la pensée, aux sentiments, aux émotions. Fait que c'est ce
qui émerge puis qui fait dire « Ah, je ressens un désir pour cette personne-là », mais un désir qui est pas nécessairement obligé de se manifester par la sexualité. Ça peut juste être, par exemple, par de la tendresse, par de la bienveillance, par de la... Tu sais, c'est un peu ça, mais tu sais, je sais que ça demeure quand même assez flou comme définition, mais tu sais, le désir, en fait, c'est d'avoir un ressenti, un élan vers une personne avec qui on a envie de vivre une intimité, qu'elle soit complètement sexuelle ou qu'elle soit juste intime, érotique, affective, exactement, romantique, etc. Ouais. OK. Donc, le désir, c'est quelque chose qui est étudié. Tu sais, tu disais tantôt, la société a évolué. Qu'est-ce qui a changé sur le désir? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du désir? Ben, je pense que, premièrement, on en parle plus qu'avant. On ose plus... il y a encore plein de tabous là, autour de la sexualité, mais je pense qu'on ose plus en parler qu'avant. Puis, déjà, moi, un gros changement que je vois, c'est de se donner le droit de parler des différents désirs pour différents sexes, différents genres. Juste pour l'orientation sexuelle, ramenons-nous il y a 50 ans de ça, c'était pas tout à fait le même discours non plus là-dessus. Je dis 50 ans, même 20 ans, même bon. Puis maintenant, de nos jours, on entend qu'il y a plein d'orientations sexuelles, bisexuelles, pansexuelles, demisexuelles, etc. Demisexuelle? Excuse-moi, je suis pas au courant de celui-là. Mais non, c'est bien correct. C'est quelqu'un qui a besoin d'un attachement très fort, émotionnel pour pouvoir avoir de la sexualité avec quelqu'un. Tu as mentionné les différences de désir entre les genres. C'est quoi les différences? Ben, en fait, il y en a pas tant. C'est plus, je parlais, mettons, des orientations sexuelles, ou tu sais, d'avoir du désir pour les femmes, pour les hommes, pour les personnes non-binaires, pour les personnes trans, des choses comme ça. On n'aurait pas entendu parler de ça il y a 10 ans de ça, ou il y a 20 ans de ça. Mais on a tendance encore à penser de nos jours que les hommes et les femmes, par exemple, ont des désirs extrêmement différents. C'est pas vrai, en fait. C'est vraiment des mythes qui perdurent. Puis les hommes, tu sais l'espèce de pensée que les hommes ont des pulsions. Faut vraiment qu'ils aillent vers ça là, parce que sinon, tu sais, c'est comme animal et quoi que ce soit, pas plus que les femmes. C'est pas, fait que ça, cet argument-là, ce n'est pas vrai, tu sais. Puis les hommes aussi sont affectés par les émotions, les sentiments, mais on a souvent évacué ça de leur sexualité parce qu'on se dit ah non, ils sont très sexuels, fait qu'imagine ce que ça a comme impact sur un homme qui fit pas avec qui se sent pas bien avec ces critères-là de la masculinité. Mais ça, on en parle plus qu'avant. Puis les femmes, on a arrêté un peu, il y a encore du chemin à faire, mais on a arrêté un peu de se dire que les femmes avaient pas de désir. On n'utilise plus le mot frigide, par exemple. Frigide? Qui est un vieux mot, mais qui est encore utilisé dans certains écrits. Mais tu sais, ça va être vraiment des trucs un peu plus datés là, qu'on va trouver. Mais ça voulait dire que la femme était fondamentalement, en fait, pas intéressée par la sexualité. Était froide, justement, puis il fallait comme l'éveiller, puis... Tu sais, c'est vraiment un chemin direct vers la culture du viol aussi, là, quand on pense comme ça. Fait que ça a évolué aussi, même s'il y a encore des mentalités à changer. On le voit aux États-Unis, ce qui se passe aussi, qu'on veut pas de cours d'éducation à la sexualité et tout, puis même au Québec ici, des fois, que ça brasse. Fait que c'est pour ça que je dis que ça a changé, mais il y a encore du chemin à faire. Mais on peut défaire ce mythe-là. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, là. C'est pas vrai. Okay? On peut en sortir. On vient tous de la planète Terre. C'est ça, voilà, exactement. Puis on a tous des désirs équivalents, mais qui fluctuent. On l'a dit, puis on va revenir là-dessus. Exact. Quand est-ce que ça arrive, le désir, dans la vie d'un humain? Ah wow, quelle bonne question. Ben ça dépend, ça peut arriver très très tôt. Ah oui? Oui, ben déjà, tu sais, il y a des petites amourettes qui se passent, mettons des fois à la maternelle. C'est pas le même désir qu'un désir sexuel adulte, bien sûr là. Nous on est comme ah mon Dieu, on peut pas parler de ça parce qu'on voit ça avec nos lunettes d'adulte, mais des lunettes d'enfant, c'est comme ah c'est mon ami, je l'aime, j'ai envie d'y toucher, c'est pas le même désir. Mais oui, il y a un certain désir de rapprochement, un certain désir de socialiser avec les autres et tout. Fait que ça peut commencer très, très jeune, puis il y en a chez qui ça peut commencer beaucoup plus tard. Mais c'est sûr qu'on associe beaucoup ça à l'adolescence, avec les premiers émois, où on se rend compte que oh my God, je ressens des choses et tout, mais ça, c'est aussi l'activation des hormones qui arrive là-dedans. Fait que c'est sûr que la plupart des gens répondront c'est l'adolescence, à quoi on pense, mais ça peut arriver un petit peu plus tôt quand même. Ouais, puis ce qu'on vit à l'adolescence, je me pose souvent la question, ce qu'on a vu, ce qu'on a consommé comme, je sais pas moi, la pornographie d'aujourd'hui ou les films d'une autre époque. Tout à fait. Ces chemins de désir-là, est-ce qu'ils restent avec nous toute notre vie? Autrement dit, si on tripe sur tel genre de fantasme à l'adolescence, est-ce que c'est ce qui va perdurer dans notre vie?
Ben, ça dépend, en fait, mais c'est sûr que ce qui a été un peu cristallisé quand on était jeune, souvent, ça va avoir un impact plus tard dans notre vie. C'est pour ça que des fois, moi, je suis sexologue en relation d'aide, on envoie des fois certaines personnes vers la psychothérapie pour dire, ça, on va aller travailler plus des trucs dans l'enfance, pour défaire un peu des modes de pensée, des schémas cognitifs, des choses comme ça. Mais tu sais, ça peut nous suivre puis avoir une influence, mais en même temps, ça évolue en même temps que nous aussi. Là, tu sais, ça va bouger. Ce qu'on va voir, ce qu'on va apprendre. Tu sais, mettons, moi, je parle quand j'avais 12-15 ans, j'aimais ça, les comédies romantiques, des choses comme ça. Mais plus les années ont passé, plus je suis devenue féministe, plus maintenant, je regarde ces films-là avec un recul puis je suis comme, oh my God, it's wrong on so many levels. Mais tu sais, moi, ce qui m'agace, là, puis je me permets ce commentaire-là, c'est que dans bien des films, quand l'homme a un intérêt pour la femme, elle va tomber automatiquement amoureuse de lui. Ouais. Tu sais, comme s'il l'avait cueillie comme une fleur. Tu sais, je suis l'élu, mais elle, pourquoi elle va le marier, elle va l'aimer dans Star Wars, c'est comme ça. Il y en a plein, il y en a plein. Pourquoi elle a pas le choix, elle? Ben, c'est comme, c'est un peu un cliché, en fait, qui est revenu. C'est l'aspect, moi, c'est ce que j'appelle un peu, tu sais, la romance prédatrice, là, dans les films, là. C'est, tu sais, tu parlais, Star Wars, j'avais tout de suite en tête aussi, Han Solo, qui est le personnage qui, tu sais, Princesse Leia, là, je veux dire, elle veut vraiment pas, elle le trouve inintéressant, mais elle finit avec pareil. Fait que le message que ça passe, ces films-là, c'est qu'il faut insister. Ça revient à l'idée de la frigidité aussi. Tu sais, frigide, c'est parce qu'il faut que tu insistes. Oui. Non, faut pas insister, veut dire oui, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Ouais. Fait que ces films-là, effectivement, ils suivent toujours une espèce de courbe un peu, en fait. Puis souvent, en plus, ce que je trouvais vraiment problématique avec ces films-là, c'est que souvent, des personnages masculins qui sont des... en anglais, on dit des stalkers, là, mais vraiment, tu sais, comme ils vont observer le personnage féminin, ils la veulent, c'est un peu comme une proie, en fait. Il la traque. Puis, il la traque, va l'observer, il va faire des affaires pas de bon sens, comme, mettons, monter dans un arbre, elle l'observer avec des... Ça s'appelle du voyeurisme, du voyeurisme, justement. Puis, tu sais, ça a pas de bon sens, mais dans le film, on détourne ça pour dire, mais non, mais c'est parce qu'il l'aime vraiment. Oui, c'est parce que c'est du désir. C'est ça. Mais c'est ça qu'on démontre, en fait. On n'a pas beaucoup d'exemples de désir positif, finalement. Non, ben dans les nouvelles séries qui s'en viennent, c'est quand même mieux. Tu sais, comme je pense à une série comme Euphoria qui est vraiment excellente, qui était sur HBO, qui montrait quand même bien le désir de la génération Z, par exemple, qui, tu sais, que ça passe beaucoup par les sextos, les textos, tu sais, les réseaux sociaux, les plateformes numériques et tout ça, tu sais, que ça... C'est plus réaliste, en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de comportement encore comme ça qui se passe, mais je pense que ça évolue tranquillement dans les séries télé et les films. On voit moins un peu de comédie romantique un peu cucu comme ça qui finit absolument avec ce fameux couple puis cette espèce tu sais, de chasse, en fait, tout le long pour qu'on fasse « Ah, ils finissent ensemble, finalement, c'est parce qu'ils l'aimaient vraiment. Ouais. » On va moins là-dedans parce que ça passe moins bien aussi, tu sais. Oui, puis il y a cette idée que l'autre personne qu'on trouve, c'est la personne avec qui on va être toute notre vie et qui va nous compléter. En tout cas, il y a un autre épisode de balado à faire là-dessus. Ça, c'est ça. On dit souvent que le quotidien va tuer le désir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en panne de désir? Bien, ça fait peur à vraiment beaucoup de gens parce que dans la société, on n'a pas normalisé le fait de ne pas avoir de désir. Puis souvent, ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit être désirant, désirante non-stop. Sans arrêt. Désirable aussi? Désirable, oui, absolument. Oui, tout à fait, ça rentre là-dedans aussi. J'ai par exemple en tête, c'est vraiment drôle, puis je suis vraiment en retard, mais j'écoute en ce moment Love is Blind, parce que j'ai des collègues sexologues qui étaient comme, écoute ça, puis on en parle, puis on dit... C'est quoi Love is Blind encore? Love is Blind, oui, c'est une série sur Netflix où les gens vont se dater à l'aveugle, puis ils vont décider s'ils se marient ou pas, mais avant même de se voir. Et après... Physiquement, tu veux dire, ils se sont jamais vus? Ils sont jamais vus. Ils sont comme dans des pods, puis ils se parlent, mais ils se voient pas. Il y a comme une... C'est vraiment particulier. Puis nous, en tout cas, j'ai des collègues qui voulaient voir ça parce qu'ils se disaient, on fait comme un concours à savoir qui je prendrais comme client ou comme cliente là-dedans. Fait que pour nous, c'est très drôle. Mais ça nous apprend qu'on doit avoir du désir absolument. Puis je regardais les couples qui ont été matchés là-dedans. Il y en a qui ont, quand ils ont été mis ensemble dans un appartement pour vivre ensemble, là, les rapprochements se passaient, puis ils venaient de se connaître. Puis il y avait comme... Toute la plupart des couples ont couché ensemble, puis il y en a 2 couples qui n'avaient pas couché ensemble, puis les autres... Ils étaient vraiment comme « Ah, comment ça se fait? Vous avez pas de désir l'un pour l'autre. » Et c'était extrêmement jugé. Et je le vois aussi dans la société de tous les jours que c'est comme, c'est pas rare d'entendre quelqu'un « Hey, mon Dieu, genre, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu de sexe. » Comment ça? Comme, hey, 3 semaines, on s'entend-tu que c'est rien, là, comparé à, tu sais, il y a des gens que ça fait 15 ans, il y a des gens que ça fait 20 ans, tu sais. Mais c'est mal vu. C'est comme si on avait quelque chose de dysfonctionnel si on n'avait pas de désir. Alors que ça se peut que le désir,
ça soit pas là parce que tu es malade. Ça soit pas là parce que tu viens d'avoir un enfant. Ça soit pas là parce que tu as un parent à charge à t'occuper. Ça soit pas là parce que tu as une nouvelle job, parce que tu déménages, mille et une raisons. Fait que, tu sais, déjà là, première partie de ça, si on normalisait le fait que le désir a pas à être là tout le temps, je pense que ça aiderait beaucoup les couples dans le quotidien à se parler ensemble puis faire « Hey, on en est où en ce moment? Ça se peut-tu qu'on ait trop dans notre vie puis que le désir ait pas de place? » OK, puis de se déculpabiliser par rapport à ça. Parce que moi, ce que je vois en clinique, c'est souvent ça, la culpabilité de ne pas avoir de désir. Mais tu sais, on connaît nos journées qui sont pleines à ras-bord, nos horaires qui sont pleins. On a comme rien retenu de la pandémie, on dirait. C'est revenu comme avant. Mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que les gens ont peut-être pas envie, c'est peut-être pas la priorité. Quand tu fais 50 heures semaine, tu reviens chez vous, peut-être tu as juste le goût de t'asseoir d'écouter Netflix, là, puis de te coller sur ton chum ou ta blonde, puis de juste faire ça. Mais tu sais quoi, ce qui est tough, c'est qu'il y a 2 personnes en jeu. Absolument. Des fois plus, là, mais dans un couple, mettons, à 2 personnes, des fois, le désir de l'un est pas égal au désir de l'autre. Absolument. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est une excellente question, puis on n'a pas de baguette magique pour y répondre, puis pour le remédier, parce que moi, je le dis souvent en clinique, je suis comme, tu sais, il y a pas de baguette magique, il n'y a pas de formule magique pour faire ça. Mais la première chose à faire, puis ça, je le répète énormément dans les balados que je participe, puis dans mon livre, faut communiquer, OK? Faut vraiment communiquer pour trouver une espèce d'équilibre entre toi, tu as besoin de ça en ce moment, moi, j'en ai peut-être pas besoin, ou on peut se rejoindre entre les deux. Puis, on va se le dire, des fois, ça marche pas de se rejoindre entre les deux, tu sais. Des fois, ce que ça fait souvent, c'est que la personne qui veut, ça va créer une pression à l'autre qui est comme, hey, moi, je veux pas, mais je me sens mal de pas y donner ça. Puis inversement, là, tu sais, il y a de la culpabilité, moi, je me sens mal d'y mettre de la pression, etc. Fait que si on n'en parle pas, ça peut faire que chacune reste isolée, puis que on reste un peu pogné là-dedans, puis ça peut faire que on n'a pas de sexe, on n'a pas de sexe, on n'a pas de sexe, on n'a plus d'intimité, on s'éloigne, fait que communiquer là-dessus, puis se dire où on est rendu. Moi, je suggère souvent, je fais pas de couple, mais aux personnes en individuel que je vois qui sont en couple, de faire ce que j'appelle des check-in une fois de temps en temps, c'est-à-dire de s'asseoir puis de faire OK, on en est où dans notre couple, genre. C'est pas obligé d'être chaque semaine, là. Il y en a qui le font au mois. Mon Dieu, c'est confrontant. Imagine ton chum ou ta blonde qui dit « Hey, on en est où dans notre couple? » On dirait que ça mène à une discussion que tu veux pas toujours avoir. Mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes personnes qui sont dans leur non-monogamie parce qu'ils n'ont pas le choix de faire des check-ins souvent parce que quand tu as d'autres partenaires, ben ça devient vite plus complexe, il y a de la jalousie à gérer et tout. Je fais beaucoup ça aussi avec ma clientèle qui est dans le BDSM parce qu'il y a des choses, du consentement à valider, tout ça, mais je trouve que ça pourrait s'appliquer aussi aux couples qui sont pas dans le BDSM, pas dans la non-monogamie, juste pour faire qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis c'est pas obligé d'être la question on en est où qui est hyper confrontante, mettons, ça peut juste être comme, tu sais, t'es-tu satisfaite côté sexuel, tu sais, y a-tu des choses que tu auras envie que je fasse, mais ça reste que la communication à propos de la sexualité, elle est confrontante pour bien des gens. Pourquoi, hein? Ben, il y a tellement on est encore tabou. mal à l'aise de parler de ça? Pourtant, ça fait tellement partie de la vie. Oui, mais il y a tellement eu de tabou longtemps, puis on a tellement dépeint ça. Tu sais, on a un héritage judéo-chrétien qui est encore très présent, très proche de nous. Ben, moi, je le vois encore juste en clinique avec les gens qui viennent voir des sexologues puis qui sont comme, hey, je l'ai pas dit à mes amis que je voyais des sexologues. Déjà là, ça en dit long, tu sais, parce que quand tu vas voir une sexologue ou un sexologue, ça veut dire, hey, j'ai un problème avec ma sexualité. Ce qui arrive à plein de monde, je le dis comme ça, là. Ça arrive à plein de monde. T'es occupé. Fait que, oui, on est tout occupés, on a des listes d'attente, pas de bon sens. Fait que, tu sais, des gens partant, mais tu sais, je pense que c'est ça, il y a tout cet historique-là qui est derrière. Puis aussi, c'est le fait qu'on nous apprend pas à être vulnérable. On nous apprend pas, tu sais, pour parler de sexualité, il faut être vulnérable parce qu'on parle de l'intimité, on parle de... Puis, tu sais, à l'école, on nous apprend des cours de communication pour faire des oraux, pour parler de livres et tout. Est-ce qu'on nous apprend à communiquer entre nous? Pas tant. Ouais. Tu sais, communication non violente, par exemple, c'est un concept qu'on apprend un peu comme ça, soit par des coachs de vie ou des livres de psychopop, puis c'est bien correct, mais on nous apprend pas ça à l'école. Puis je pense que je reviens au concept d'être vulnérable. Tu sais, on est dans une société où, tu sais, faut être fort, faut s'entraîner, faut être productif, la vulnérabilité elle est pas là. On la voit pas beaucoup. Fait qu'imagine parler de cette vulnérabilité de moi c'est ça que j'aime dans la sexualité ou c'est ça que j'aime pas ou tu sais genre hey, on fait ça depuis des années mais finalement j'aime pas ça puis j'ai jamais d'orgasme. J'en ai là des cas comme ça là que j'entends là puis c'est dur à dire parce que c'est tellement vulnérabilisant puis on n'a pas envie d'être dans cette vulnérabilité-là parce que c'est inconfortable en maudit. Fait que je pense que ça vient beaucoup de là, le fait que c'est dur de parler de sexualité.
Myriam, chaque personne qui vient ici, on l'interroge sur sa définition de l'équilibre. As-tu déjà réfléchi à ça, toi, l'équilibre? C'est une bonne question. En fait, c'est quelque chose que j'entends souvent en pratique comme sexologue. Les gens essayent de trouver un équilibre dans leur vie sexuelle, dans leur santé sexuelle, dans leur couple, souvent. L'équilibre, ce que c'est pour moi, d'avoir un peu de tout ce qu'on a besoin, un petit peu de tout ce qu'on a besoin, des petits bonheurs tous les jours, d'essayer de trouver la fine ligne entre les choses un peu plus plates de la vie, les choses un peu plus fun, j'aurais plus faire l'inverse, les choses un peu plus plates, les choses un peu plus fun, puis de trouver cette espèce de, pas une ligne plate où il se passe rien, mais tu sais, une espèce d'air d'aller qui fait du bien. Puis dans la sexualité particulièrement, ça peut être aussi d'accepter, tu sais, que des fois il y a du désir, des fois il y en a pas. Des fois, on explore certaines affaires. Des fois, on n'est pas dans ce mood-là. Fait que c'est un peu ça, je dirais. Merci, Myriam. Ça m'amène à te poser la question, c'est quel est le lien entre le plaisir et le désir? Est-ce qu'on est obligé d'avoir du plaisir à chaque fois qu'on a une relation sexuelle? Est-ce que ça nourrit le désir? Ou est-ce qu'au contraire, quand tu n'atteins pas ton plaisir, tu nourris davantage ton désir? Y a-t-il des liens à faire entre les deux? Oui, je pense que oui, parce que, tu sais, c'est sûr que souvent, les gens, on n'est plus dans une société où la procréation est la première utilisation, mettons, de la sexualité. Fait que, tant mieux. C'est plus le plaisir, maintenant, qui est mis de l'avant. Mais, tu sais, cette notion-là est comme aussi, comment je pourrais dire, est comme aussi dangereuse avec le désir parce que si on ne mise que là-dessus, tu sais, oui, c'est le fun, le plaisir, mais est-ce qu'on construit quelque chose avec l'autre aussi là-dedans? Tu sais, dans le sens où, puis aussi, si ça amène pas de plaisir, là, le moment où ce qu'on a notre sexualité, ça va affecter le désir. Fait que, tu sais, il y a un lien à faire entre les deux, mais c'est aussi, on n'est pas juste des objets avec qui on a de la sexualité, les uns les autres, genre on se croise, on fait de quoi? Il y a des hook-ups, des choses comme ça, bien sûr, ça arrive, mais ça reste qu'on est des êtres humains complexes. Puis ça amène aussi là-dedans la notion, par exemple, de consentement, dans le sens où, tu sais, même si t'as juste comme but sexuel d'avoir du plaisir seulement, puis t'as quand même des choses à négocier avec l'autre personne, tu sais, minimalement. Ça, on en revient à la communication. C'est ça. Puis des fois, je me sens fatigante avec ça parce que je répète tout le temps, faut communiquer, mais c'est la base de la sexualité, puis c'est la base de la vie humaine, je veux dire aussi. Oui, mais Myriam, je trouve qu'on est fort sur le cul. Je m'excuse de l'expression, mais combien de balados, combien de livres, je veux dire, on parle de la technique, de la chose, puis des approches, puis mais on parle pas de la relation derrière, parce que toujours, même si c'est une relation d'un soir, il y a quand même une négociation. Absolument, comme tu dis. Il y a une relation qui Oui. s'installe. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on se sent? Comment on gère les imprévus? On dirait qu'on n'en parle pas de ça. Non, on n'en parle pas beaucoup. Puis, tu sais, raison de plus de s'inquiéter par rapport à ça, parce que récemment, j'ai fait il y a quelques semaines, mois de ça, un papier pour Urbania où je me rendais compte que beaucoup de jeunes hommes, dans la vingtaine à peu près, utilisent du Viagra pour leur relation sexuelle, pour assurer, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas, pour baisser l'anxiété de performance. Mais ça s'appelle, si tu utilises le Viagra, c'est parce que tu sais que tu communiques pas à l'autre, surtout dans des one-night, des choses comme ça. Ça arrive souvent, ils vont faire ça là-dedans, quand ils ont des one-night de prévu, parce qu'ils se disent, si j'arrive pas à performer, en fait, la personne va me juger, puis tout. Fait qu'il y a... C'est pour outrepasser la communication possible de dire « Hey, ça se peut que j'ai trop de stress puis que ça marche pas ». Ils veulent outrepasser ça. Fait que la communication est pas là. Tu sais, on est vraiment pas là-dedans. Puis ils vont plus avoir tendance à pas le faire s'ils ont une partenaire qui est de plus longue date un peu parce qu'ils se disent « Ah, ça va mieux passer ». Mais pour les hook-ups ou des choses comme ça, il y a ça qui est présent. Fait que tu sais, ça donne une idée à quel point on veut pas communiquer, on préfère aller prendre une pilule. Puis c'est vrai que c'est stressant parce qu'il y a tellement cette idée-là que les hommes doivent performer, qu'ils doivent... qu'ils doivent avoir du désir en tout temps. En tout temps, sur demande, vraiment rapidement. Fait que, tu sais, pour moi, il y a un lien avec ça parce que ça veut dire que on communique pas par rapport à ça. Puis, mettons, si on prend un couple hétéro qui a un hook-up, par exemple, puis qui a une histoire d'un soir, ça veut dire que l'homme sera pas capable de dire à la femme avec qui il est ça se peut que j'aie des petits problèmes parce que ça me stresse cette soirée-là. Puis ça veut dire qu'il sent qu'il n'y a pas de communication de l'autre bord non plus parce qu'il va se faire juger puis qu'il va dire ben voyons t'es bien poche. C'est triste, tu sais. C'est comme faut communiquer. C'est pour aussi l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait une érection pour qu'il y ait relation sexuelle. Totalement. On peut totalement. dire ça aussi? Merci. Oui, qui est pénétration en fait.
C'est ça. C'est vraiment ça. Qu'il y ait minimalement une érection, effectivement, parce que, tu sais, parce qu'il y a toujours le même ordre un peu, hein, puis on le voit beaucoup dans la porno, ça. Tu sais, la fellation, la relation sexuelle, l'orgasme de l'homme. Oui. Puis, tu sais, la femme, ça a un orgasme, qui est tant mieux, mais c'est pas de ça qu'on se préoccupe le plus, mettons. Mais effectivement, ça revient à des relations pénétrocentrées, si on peut dire, là, mais pénétratives, parce que on a l'impression, pour beaucoup de personnes encore, on a l'impression, c'est pas du vrai sexe s'il y a pas eu de pénétration. Fait que oui, ça aussi, ça se rajoute à cette équation-là. Alors, même chose avec le viol, on dit il n'y a pas eu viol s'il n'y a pas eu pénétration, mais aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai. C'est plus vrai, puis les lois ont changé par rapport à ça aussi, là, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie où on s'attend à ce qu'il y ait des fluctuations de désir? On sait, par exemple, qu'à telle période hormonale, chez l'homme ou chez la femme, il y a une variation. Ben oui, absolument. Ben, tu sais, la première période qui nous vient souvent en tête, c'est évidemment la ménopause, où on se dit, ben oui, là, ça va fluctuer, fait que les hormones qui changent parce qu'il y a plus de production pour être fertile, en fait, là, plus de production d'ovules et tout ça. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Les hommes, côté andropause, aussi la même chose, fluctuation aussi de l'humeur, par exemple. Fait que ça, c'est quelque chose qui est un peu entendu, qu'à ces âges-là, ça va changer, mais en même temps, le désir, ça peut fluctuer toute la vie, dans le sens où il peut arriver un événement, t'es dans ta trentaine, pourtant t'es mettons, dans ton, juste le mot anglais, le prime time, là, puis ben ça tombe que t'as perdu 3 fois ta job cette année, que c'est dur de se trouver un logement, que t'as de la misère à payer ton loyer à Montréal parce que c'est tellement cher maintenant. Peut-être que ton désir, il va fluctuer à ce moment-là parce que c'est pas ta priorité. Puis pourtant, t'es dans la trentaine, t'es supposé être comme actif ou active sexuellement. Il est pas supposé avoir de problème, mais on n'y pense pas à ça. Fait que pour moi, puis de ce que je vois aussi, le désir, il fluctue toute la vie dans le sens que, pas dans le sens qu'un jour on est comme, un jour je suis bi, un jour je suis pas dans ce sens-là, là, dans le sens où ton ressenti de vouloir avoir des rapprochements avec quelqu'un, ça se peut qu'une journée il soit vraiment là, puis la journée d'après il soit pas là pantoute. C'est correct. C'est bien correct, mais on nous apprend pas ça. C'est ça l'affaire. Ah ben merci de nous l'apprendre aujourd'hui. Hein? C'est bien, on va le répéter. On n'a pas à se culpabiliser parce qu'on a un désir qui fluctue. Les personnes âgées, là, on n'aime tellement pas penser que les personnes âgées ont des relations sexuelles. Non. Pourquoi, Myriam? Ben parce qu'il y a un tabou autour de ça, puis parce que longtemps, on a pensé, en fait, que la sexualité servait à la procréation. Donc, les femmes plus vieilles, par exemple, parce que, tu sais, avant, il faut se rappeler, il y a quelques centaines d'années de ça, les femmes mouraient vers 50, 52 ans, là, à peu près. Puis, ils passaient leur vie à faire des enfants, puis comme c'était pas mal ça. Mais là, maintenant, on vit jusqu'à 100 ans et plus. Fait qu'il y a toute une partie de la vie où on n'a pas appris encore à, comment je pourrais dire, à intérioriser le fait que la sexualité continue toute la vie, même jusqu'à notre mort. Tu sais, je veux dire, on a la capacité physique d'avoir un orgasme jusqu'à notre mort, OK? Fait que, je dis peut-être que sur le lit de mort, on n'est pas... Mais c'est ça, mais tu sais, on n'y pense pas parce que ces gens-là deviennent... Quand, par exemple, c'est sûr, je parle des femmes parce que j'ai beaucoup une clientèle féminine, mais tu sais... dès que les femmes rentrent dans la période ménopause et qu'il n'y a plus l'idée de, justement, de procréation, que les critères de beauté vont aussi changer par rapport à ça, tu sais, le vieillissement, tu sais, la peau qui s'affaisse, les seins, etc. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, mais tu sais, il y a ça qui rentre en ligne de compte. On dirait qu'on les classe à part, puis ça devient... Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui témoignaient, je pense que c'était dans un topo, dans un magazine féminin, je me souviens plus lequel, mais qui disait qu'ils se sentaient devenir invisibles dans ces âges-là. Invisibles pour la jante masculine qui les voit plus, etc. Fait que, tu sais, c'est grave, là. Je veux dire, 52, mettons, c'est pas vieux, là. Qu'est-ce qu'on fait à penser des choses comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, qui se disait devenir invisible. Fait qu'il y a comme encore cette idée-là que la femme plus âgée est pas désirable. Elle ne devrait pas être désirable selon les critères de beauté, selon les critères, même si on dit qu'on n'est plus dans la procréation, ça reste pareil que c'est ça. Puis quand on voit, mettons, dans la culture populaire, la sexualité est souvent cantonnée à des corps jeunes, des corps beaux, des corps minces, des corps musclés. Est-ce que tu en vois des personnes âgées avoir de la sexualité dans des séries télé? C'est rare. Il y en a maintenant, mais c'est rare. Je pense qu'il pleuvait des oiseaux. Un super beau film. Je sais c'est quoi, mais je l'ai pas vu. Où il y a une scène de sexualité, mais je suis même pas certaine qu'il y ait de pénétration. Mais effectivement, on voit toujours les mêmes choses. Puis ce qu'on voit quand c'est un homme plus âgé, ça va être avec une très jeune femme aussi.
Ça, est-ce qu'on peut le dire? C'est dit. Absolument. Puis les femmes aussi sont traitées de cougars s'ils vont vers des hommes plus jeunes. On pense au documentaire qu'avait fait... j'oublie son nom. Karima Brick. Karima Brick, voilà, qui était super intéressant puis qui démontrait bien à quel point il y a un jugement. On les traitait de vieilles cochonnes, oui, en fait. Puis c'est 2 poids 2 mesures aussi parce qu'on célèbre un homme qui va marier une femme plus jeune. Totalement. Mais tandis que la femme qui fait l'inverse, pense à la femme d'Emmanuel Macron, elle est suspicieuse. Totalement. Anyway. T'as parlé d'image de soi. Ouais. L'estime de soi, quel rôle ça va jouer dans le désir? Eh mon Dieu, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important parce que pour se sentir désirant ou désirante, si on est en train de se dire en dedans de nous, j'ai pas de valeur, je suis pas intéressant ou je suis pas intéressante, je suis pas belle, j'ai rien à dire, l'autre va me trouver plate, ça freine énormément le désir. Tu sais, même si on veut puis qu'on sent un élan vers quelqu'un, ça peut même saboter le désir en fait, parce que tu sais, t'as cet élan-là, mettons, qui vient de toi, parce que tu sais, quand t'as un désir pour quelqu'un, des fois c'était comme ah mon Dieu, tu sais, genre il me plaît ou elle me plaît. Des fois c'est surprenant, là. Des fois c'est des gens tu t'y attendais pas du tout. Pourquoi? Exactement. Puis il y a beaucoup de gens pour qui ça arrive dans les rêves aussi, tu sais. J'en avais déjà parlé dans une autre émission à laquelle on collabore ensemble. Puis les gens étaient surpris en fait de se réveiller le lendemain puis de faire hey, j'ai rêvé à mon collègue. J'aurais jamais cru qu'il aurait pu se passer de quoi, mais ça ouvre un peu une porte. Ça fait partie de l'imaginaire érotique qu'on contrôle pas toujours, tu sais. Mais effectivement, cet aspect-là de l'estime de soi peut faire que même si tu as cet élan-là qui vient puis t'es comment ça serait le fun, là ton élan est freiné parce que c'est comme ouais mais il va me trouver plate. Ouais, mais il va me trouver ci, il va me trouver ça. C'est un énorme frein si l'estime de soi, elle est très basse. Puis ça, c'est quelque chose qu'on travaille souvent en clinique aussi, parce que oui, c'est un des critères. Tu sais, si quelqu'un m'arrive et me dit, parce qu'on fait toujours une évaluation quand on reçoit une personne en clinique, puis ça dure de 1 à 3 rencontres à peu près. Puis si j'entends déjà dès le départ, ah mais je me trouve vraiment pas intéressante ou vraiment pas intéressant, puis tu sais, moi je pense que je suis vraiment pas belle, je suis vraiment pas beau. Moi, dans ma tête, ça fait ting-ting. Estime de soi, pas de désir. Ben, of course, ça va ensemble. Bien sûr, ça va ensemble. OK. Totalement. Des fois, on peut lire dans des magazines féminins ou autres qu'il faut cultiver le désir. Tu penses quoi de ça? Ben, tu sais, c'est parce que ça sonne pour moi encore un peu comme une injonction. Tu sais, c'est un peu... Je comprends le terme, je comprends l'idée, puis j'aurais plus envie, moi, de dire... Je pense qu'on se trompe un peu en disant cultiver le désir, parce que j'aurais plus envie de dire cultiver l'imaginaire érotique. Parce qu'en fait, on nous apprend jamais qu'on a un imaginaire érotique qui se construit de tout jeune. Tu sais, ça peut être des odeurs qu'on a senties quand on était jeune, qu'on était comme « Ah, mon Dieu, j'ai senti tel parfum, puis ça m'a comme allumé ». On s'entend, quand on est jeune et enfant, c'est pas la même sexualité que quand on est... Je tiens à le préciser parce qu'il y en a tout le temps qui disent comme « Mais là, les enfants... » Non, non, c'est pas la même chose, on comprend. Mais oui, mais les enfants ont quand même des désirs. Absolument, c'est aussi, ça, là, exactement. Mais c'est juste pour dire que faut pas les voir avec les lunettes d'adulte, c'est une autre forme de désir. Donc, tu sais, ça peut commencer très, très jeune, ça peut être des vidéos qu'on a vues, ça peut être des sons, ça peut être... C'est nous qui le construisons. C'est comme un peu une espèce de boîte à outils là, qu'on a puis qu'on cumule du stock dedans à travers notre vie. J'ai plus envie de dire aux gens que ça existe, ça, que tout le monde en a. Ça peut être, tu sais, plus ou moins varié selon notre personnalité. Je pense que ça, c'est plus intéressant que cultiver le désir. Parce que cultiver le désir, on dirait que je trouve ça dur. C'est comme, qu'est-ce que tu cultives? T'sais, on dirait que ça sonne, c'est ça. Pour moi, ça sonne comme une injonction qui est comme, ah ouais, tu sais, force-toi un peu à avoir du désir, force-toi. J'imagine que c'est avec bienveillance qu'on le dit puis qu'on veut pas dire aux gens de se forcer, mais pour moi, ça sonne comme pimenter votre vie sexuelle. Tu sais, à un moment donné, là, dire ça à des couples, là, moi, cette expression-là, je suis plus capable. Okay. Mais tu sais, c'est souvent, tu sais, on l'a souvent vu dans les magazines à travers les années, tu sais, c'était comme, achetez-vous des déshabillés, achetez-vous des jouets. Tu sais, moi, j'ai du monde qui ont fait ça 1001 fois, là, puis que maintenant, ils sont comme, hey, le désir est pas là, même si j'ai acheté toutes mes bébelles. Mettons que ça fait 30 ans que t'es en couple, il y en a des fluctuations de désir dans 30 ans, là, tu sais. Tu vas-tu à chaque fois te ruiner en matériel, puis imagine la pression que ça met à dire à chaque fois, OK, la dernière fois, on a fait ça. La dernière fois, on est allé faire l'amour sur le mont, telle affaire. Ça a pris tant de... Non, mais tu sais, j'en mets pour faire exprès. Oui. Mais imagine la fois d'après, ça met une pression pas de bon sens. Ouais. Pour moi, ça sonne comme ça. Ça sonne comme une espèce d'injonction à dire, ben là, force-toi, puis fais-en plus. Non, des fois, c'est tout simple. Des fois, ça peut être juste comme, hey, mon amour, comme on a une semaine de fou cette semaine, on peut-tu se prendre 1 heure puis se coller? Juste se coller, on se colle même plus, genre on n'a même plus le temps de se coller. Ça peut être ça, genre. Puis ça, pour moi, ça pourrait être cultiver le désir pour l'autre. Puis pour soi-même aussi, tu sais, tu prends-tu du temps pour toi? Tu sais, t'as-tu du temps pour toi, puis t'as regardé, puis tu
sais, genre, non, t'as jamais de temps pour aller, je sais pas, faire de la peinture, lire, puis tout. C'est sûr que t'as pas de place pour ça. Non, c'est ça. J'aime ça, cultiver de l'imaginaire érotique. Fait que ça peut être des lectures, ça peut être des balados, ça peut être toutes sortes de choses, des films. Totalement. Il y a tellement de choses. Et de la porno, on va utiliser aussi. Absolument. Il y a de la pornographie qui convient à tous les types de personnes, je pense. Exact. C'est pas le mal incarné, la porno. Hein. Tu sais, c'est juste... Moi, je dis souvent... La porno, c'est le reflet de la société, là. Fait que, tu sais, c'est trop facile de dire c'est la faute de la porno. La porno, elle se fait pas tout seul, là. La porno, elle se fait par des réalisateurs, réalisatrices, de plus en plus de réalisatrices, d'ailleurs, féministes, entre autres, heureusement. Ça change le regard. Ça change énormément les choses, mais tu sais, c'est trop facile de dire c'est la faute de la porno, puis pas pointer, oui, mais attends, si la porno a l'air de ça, c'est parce qu'elle réplique des choses qu'on voit dans la société. Fait que moi, je tique tout le temps un peu quand les gens disaient la maudite porno. Oui, il y a des problèmes avec la porno, on se le cachera pas, mais c'est pas mauvais à 100% non plus, tu sais. Fait que oui, la porno peut faire partie de l'imaginaire érotique, juste faire attention que ça ne devienne pas la béquille quotidienne. Genre, si j'ai pas de porno, je suis pas capable d'avoir de la sexualité. Là, ça peut devenir problématique. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben souvent, on va suggérer des pauses de porno pour essayer, parce que, tu sais, ça arrive beaucoup, entre autres, auprès des jeunes hommes, là, tu sais, ou d'hommes même un petit peu plus vieux, où la pornographie est beaucoup consommée, mettons. Puis, ce que ça fait, c'est que ça crée tellement des images, par exemple, de corps parfaits, de performances, de très, très gros pénis, de très, très, très gros seins, des choses comme ça. Souvent, ce qui est vu là-dedans, ça se réplique pas à la maison. C'est pas les mêmes corps, la personne n'a pas le même corps, la conjointe ou le conjoint n'a pas le même corps. Fait que t'arrives, t'as eu un fantasme qui était comme super intense, puis en plus qui est super efficace. C'est comme du fast-food, la porno, là. C'est vraiment comme du fast-food. Fait que, tu sais, t'arrives après, puis t'es comme, hey, c'est laborieux, faut qu'on se parle, faut qu'on se regarde, puis on n'a pas les mêmes corps que là-dedans. C'est beaucoup plus dur. Fait que ça peut créer des problèmes dans ce sens-là. Mais justement, quand il y a relation sexuelle, c'est correct de penser à son imaginaire, à ces choses-là, d'avoir recours à ces images-là, Absolument. même si c'est pas trompé là quand on pense à quelque chose d'autre pendant qu'on est en train de faire l'amour. Tu sais, il y en a qui diront que oui parce que vraiment, mais comment veut-on, comment je pourrais dire, enfermer ce qu'on pense dans notre cerveau? Je veux dire, on peut pas tout le temps choisir. Des fois, ça arrive, si tu le disais, des fois, tu penses à quelqu'un que t'es comme, oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé. Ben, tu sais, ça se fait tout seul. C'est l'imaginaire érotique qui est en action puis qui a fait comme, ah, tiens, ça peut être intéressant. Mais, tu sais, c'est pas, pour moi, je pense pas que c'est trompé. Je pense que ça dépend de la définition comme que les couples se donnent de tromper. Mais, tu sais, j'ai jamais entendu un couple qui disait, hey, toi, si tu penses à quelque chose, en tout cas, ça devient un peu, ça devient du micromanaging dans la tête de l'autre un peu, là. Mais oui, on peut s'inspirer, tu sais, si ce qui est inspirant, c'est de penser à la porno qu'on a vue puis qu'on a le goût d'agir là-dessus, pourquoi pas? Moi, je suggère des fois aussi pour sortir du côté unidimensionnel de la porno, regardez-la ensemble. Pouvez-vous choisir quelque chose ensemble puis le voir? Bon, il y a plein de gens qui sont gênés de le faire, là, puis je comprends, mais ça reste quand même des solutions qui sont là, puis oui, ça peut tout à fait en faire partie de penser à des scénarios que tu as vus dans ta porno puis de les appliquer à ce que tu fais. Tout à fait. Bon, on répète, c'est normal de désirer quelqu'un, peu importe qui c'est. Ouais, ben oui. À tout moment de la vie. C'est normal aussi d'avoir des pannes de désir. Totalement, ouais. Et ça revient éventuellement. Mettons que ça fait 2 mois, 3 mois, il y a pas de désir à l'horizon, c'est le calme plat. Ben oui. On va essayer de travailler. Si c'est, mettons, un désir... mettons que la personne vient consulter puis que c'est un désir toute seule, pas de conjoint particulier, pas de partenaire en particulier, on va essayer de voir d'où ça vient. Tu sais, y a-tu une relation avant qui était traumatisante où la personne s'est sentie super incompétente sexuellement parlant? Ben ça peut éteindre solidement le désir, tu sais. Est-ce que c'est un désir qui se passe dans un couple qui a actuellement, qui est en vie là, le couple, là, mais que là, la personne est comme, mais là, j'ai plus de désir pour mon partenaire ou ma partenaire. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va essayer d'aller travailler. C'est-tu quelque chose qui peut se travailler? Mais moi, j'ai déjà eu quelqu'un, mettons, une personne, puis à un moment donné, on s'est rendu compte, ben, le désir, il est plus là, puis il sera plus là, tu sais. Est-ce qu'un couple peut survivre sans désir? Ben oui, je pense, parce que je pense que le désir peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le désir, tu sais, j'en ai parlé plus tôt, un désir de tendresse, un désir de compassion, un désir de comme se rapprocher physiquement sans avoir de sexualité. C'est parce qu'on associe tellement couple et sexualité. Le désir, ça peut être plein d'autres choses, tu sais. Puis oui, un couple peut survivre sans sexualité aussi. Mais je pense que le désir, tu sais, c'est le désir d'être avec l'autre, le désir de construire quelque chose ensemble, le désir d'avoir des projets ensemble. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais. Donc, c'est possible. C'est une drôle de petite bête, hein, le désir. Vraiment. J'aimerais ça qu'on termine notre rencontre d'aujourd'hui avec tes propres mots, Myriam.
On n'a pas à désirer à tout prix. Personne n'aurait la mauvaise idée de gaver une personne qui n'a plus faim. Pourquoi insister sur un désir absolu ressenti en tout temps? Le désir est aussi compris comme quelque chose qui fluctue et qu'on sait que c'est normal. Merci beaucoup d'avoir parlé du désir avec nous. On va se sentir beaucoup moins coupable et surtout, on va être plus libre et plus joyeux dans notre sexualité. Merci à toi. Merci Myriam. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!